Bonsoir à tous. Ce soir, fidèle à l'ambition du Collège des Bernardins, nous allons revenir sur un enjeu central de notre société, l'éducation. C'est une réalité, les diplômes prennent une place de plus en plus importante dans le parcours professionnel des individus. On le voit, on le mesure, le taux de chômage des non-diplômés est 3 fois plus élevé que celui des personnes disposant d'un diplôme niveau Bac+2. Et selon l'Observatoire des inégalités, cela s'expliquerait par le fait que les diplômes sont bien plus valorisés que l'expérience professionnelle sur le marché de l'emploi. Alors, qu'apportent les diplômes de si spécifiques et de si recherchés? Pourquoi de grandes écoles comme HEC ou l'ENA, pour n'en citer que deux, sont-elles si valorisées et si prisées? Est-ce qu'elles forment mieux les individus à s'adapter à tout type de situation? Est-ce qu'elles les forment mieux à diriger? Ou au contraire, est-ce qu'elles les moulent, c'est-à-dire est-ce qu'elles contribuent à la mise en place d'habitudes qui amènent les individus à être à l'aise dans un système que finalement ils n'auraient plus qu'à reproduire? La pensée a besoin d'un cadre pour se déployer, dit-on, mais jusqu'où ce cadre ne devient-il pas, je le disais à l'instant, un moule qui cloisonne l'individu au lieu plutôt de lui donner les clés de son émancipation? Alors pour répondre à toutes ces questions passionnantes, nous avons le plaisir d'accueillir justement une énarque. Bonsoir Adeline Baldacchino. Vous êtes magistrat à la Cour des comptes et auteur de ce livre, La ferme des énarques, paru aux éditions Michalon. Il connaît très bien aussi le système des grandes écoles puisqu'il a été jusqu'à une date récente à la tête d'HEC. Rarement, d'ailleurs, un directeur aura à ce point imprimé sa marque. Je le disais, peut-être Richard Descoings à la tête de Sciences Po. Vous êtes resté 20 ans à la tête de cet établissement. Et vous êtes, vous aussi, l'auteur d'un livre au titre éloquent, Apprendre et oser. Il s'agit de Bernard Ramansou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également ce soir sur ce plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir un ancien ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes également membre de l'Académie française, Xavier Darcos. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous-même, professeur agrégé, vous avez commencé votre carrière en enseignant en collège, en lycée. Vous le dites vous-même, vous avez vraiment gravi tous les étages de l'éducation nationale. Autant dire que vous connaissez bien la question scolaire et les problèmes qu'elle soulève. Et je rappelle que dans la précédente mandature, vous étiez ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville. Titre à rallonge. Oui, mon ministère. Et enfin, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir également Marguerite Léna. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Philosophe, vous êtes spécialiste des questions d'éducation. Vous avez enseigné la philosophie et vous êtes, en ce qui vous concerne, membre de la communauté apostolique Saint-François Xavier. Merci à tous les quatre. Alors, dans un premier temps, je vous propose que nous revenions sur les enjeux de l'éducation. Former ou formater, quelle différence? Alors, avant de vous inviter à répondre à cette question qui est vraiment au cœur du débat de ce soir, permettez-moi de citer ces quelques phrases d'Éric Emmanuel Schmitt dans La nuit de feu, je le cite. « Mes études en me formant m'avaient aussi déformé. J'avais appris, beaucoup appris, rien qu'appris. On avait fortifié ma mémoire, mes connaissances, ma capacité d'analyse et de synthèse avaient été laissées en friche la fantaisie, la verve, l'imagination, l'invention spontanée. » Alors Adeline Baldacchino, on va commencer avec vous qui êtes passée par ces grandes écoles, ces longues études. Vous avez aussi fréquenté l'université, donc vous avez une approche assez vaste. Est-ce que vous avez ce même sentiment concernant vos études, c'est-à-dire le sentiment qu'ont été laissés en friche, pour reprendre la citation d'Éric Emmanuel Schmitt, qu'ont été laissés en friche la fantaisie, la verve, l'imagination et l'invention spontanée? Alors, ça dépend peut-être de quelle partie du parcours, effectivement, on parle. Il se trouve qu'effectivement, comme vous le disiez, moi, je suis passée un peu par les différents systèmes qui constituent l'enseignement supérieur en France, à la fois par classe préparatoire, par l'université, par Sciences Po et puis par l'ENA. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas dans la dernière partie de ce parcours, à l'ENA notamment, et j'ai écrit un livre un peu critique, on peut le dire, sur le sujet, que cette partie-là, c'est-à-dire l'innovation, la verve et la partie de la fantaisie, a été privilégiée. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que le système, je ne vais pas parler du système des grandes écoles en général, mais plutôt de ce que je connais, n'est pas nécessairement effectivement celui qui encourage le plus la créativité. Il ne l'exclut ni ne l'interdit, évidemment, et heureusement, mais en tous les cas, il n'est pas modelé aujourd'hui de telle manière qu'il l'encourage, je le crois, et je le crains un petit peu. Bernard Ramansou, vous qui avez aussi beaucoup évolué dans le système des grandes écoles, pas seulement en tant que directeur, parce que vous avez occupé d'autres postes à HEC auparavant, est-ce que vous avez le sentiment que les études formatent plus qu'elles ne forment? C'est une question évidemment compliquée, complexe. Alors d'abord, le directeur sortant que je suis, je vous garantis que quand je regarde mes élèves, je trouve que c'est pas la verve qui leur manque. Donc franchement, là, je commence comme ça.
enfin, le directeur que je suis n'en souhaitait pas beaucoup plus de verve, je vous le promets. Alors, je ne sais pas où ils l'ont trouvé ou s'ils l'ont perdu en cours de route, mais franchement, il en reste encore beaucoup. Donc ça, c'est un premier point. Oui, moi, je trouve. Voilà. Après, je crois que, évidemment, on a un peu, et puis j'y contribue, nous y contribuons, on a un petit peu tendance à opposer les deux systèmes. Et non, je pense que. Quand vous dites les deux systèmes, c'est-à-dire le système des grandes écoles. Ah oui, et le système de l'université. Et puis le système de l'université. D'accord. Alors, c'est évidemment facile, ça se veut clivant, donc on peut faire des faux débats à partir de ça. Et donc, voilà. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui sont... Enfin, ma métaphore, c'est plutôt des sprinters, et donc il faut leur donner la possibilité de sprinter. Puis c'est vrai qu'il y a d'autres parcours, d'autres cursus, où les gens sont plus des marathoniens, il faut leur laisser le temps de prendre leur rythme et tout ça. Et je pense que la grande force du système français, c'est d'avoir les deux. Et je pense qu'il ne faut pas l'opposer, il faut continuer à dire qu'il faut les deux. Puis dernier point, ça m'amuse toujours, y compris d'ailleurs les citations que vous prenez, tous les gens que vous citez, tous les gens que vous invitez, c'est des hyper diplômés. C'est quand même bizarre. Donc là, il y a un petit quelque chose quand même. Ça donne au moins le droit d'être invité. Vous voyez, c'est pas mal. On va y penser pour le prochain débat sur l'éducation. Alors, j'ai cité Eric Emmanuel Schmitt. Je voudrais citer également Ken Robinson, qui est un expert en éducation internationalement reconnu pour ses interventions en faveur du développement de la créativité. Justement, je vous invite d'ailleurs à écouter son TED Talk qui s'intitule « Do Skills Kill Creativity ». Pardonnez-moi pour l'accent. Et outre le fait que c'est très intéressant, il a beaucoup d'humour, c'est agréable à regarder, à écouter. Et donc nous aurions un système qui tend à reproduire, plus qu'à former, des enseignants du secondaire. Alors Xavier Dacos, est-ce que vous feriez, vous, ce même amalgame entre un parcours diplômant et la mise en place d'un certain formatage qui finalement nourrit la reproduction du système scolaire par l'apprentissage de certains habitus, justement? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette question, elle est actuelle, elle est reprise de l'actualité, mais c'est une question qui est posée depuis l'origine des questions éducatives, y compris dans son vocabulaire. Entre éducation et pédagogie, on hésitait à choisir le terme qui correspondrait le mieux. Éducation renvoyant plutôt à l'idée qu'il fallait tenir, tirer, conduire l'élève pour l'installer dans des connaissances et dans des certitudes qu'il pourrait ensuite réutiliser. Et les pédagogues, au contraire, penseront qu'il faut laisser l'enfant se développer selon son tempérament, sa nature. Donc ce débat est aussi ancien que la question scolaire. Et même les penseurs les plus avisés sur le sujet ne sont pas arrivés à le régler. Pensez en particulier à Rousseau, qui propose un dispositif qui normalement doit se fonder entièrement sur la sensibilité de l'enfant pour qu'il invente par lui-même, qu'il découvre par lui-même, par un système extrêmement empirique, la réalité du monde. Mais tout de même, il s'agit ensuite que toute cette liberté aboutisse à en faire un citoyen. Sinon, que deviendra-t-il? Et lorsque le jeune Émile est renvoyé à la ville, il est complètement désemparé, complètement inadapté, et il ne rêve plus que de rester un jeune campagnard. Donc cette question est très ancienne. Elle est réactualisée par à la fois des approches très justes, mais aussi par des caricatures. Parce que là, je dirais d'abord un mot de la caricature, puis un mot sur la chose très juste. La caricature, c'est celle-ci, c'est puisque je suis passé par une école, HEC, l'ENA ou l'école normale supérieure, qui comporte une très grande rigueur intellectuelle, je risque d'avoir perdu ma spontanéité, mon originalité, ma liberté. Moi, je pense tout l'inverse. Je pense que la liberté, ce n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. Et que pour obtenir cette liberté, pour être capable de construire une vie, il faut d'abord avoir fait beaucoup d'exercices. C'est une question d'ailleurs qu'on ne poserait pas à un sportif, par exemple. Sa liberté de gagner, elle repose d'abord par un long formatage à des compétences. Donc l'idée que parce qu'on serait passé par des dispositifs relativement contraignants, j'ai moi-même été prof de Cagne pendant 20 ans, et à Louis-le-Grand, dans des cas relativement sévères, je dois dire. Bon, parce qu'on serait passé par un système très, très contraignant, on aurait perdu toute créativité, toute originalité. Je pense que c'est une caricature. En revanche, ce qui est vrai, et qui nous est propre, qui est d'ailleurs dénoncé par la plupart des observateurs étrangers, c'est que nous avons la superstition du diplôme. Cette idée que l'horizon insurpassable d'une scolarité, c'est de devenir normalien. Qui a dit que la réussite d'une vie passait par là? Et donc, tout s'organise à partir de cette forme un peu ogivale qui voudrait qu'on aille.
Alors qu'il y a des milliers de compétences tout à fait différentes et qu'il faudrait pouvoir encourager. La France n'a pas su complètement le faire. On va en parler tout à l'heure. C'est vrai que ces compétences, il faudrait les encourager davantage. Marguerite Léna, je vous voyais vous illuminer quand on parlait de la philosophe qui est en vous, vous illuminez quand on parlait de l'Émile de Rousseau. Concrètement, quel est l'impact de la formation sur la vie? Et selon vous, même question que j'ai posée jusqu'à présent, est-ce qu'on doit parler plutôt de formation, de formatage ou les deux? Oui, alors moi j'interviens comme une longue carrière de professeur de prépa, c'est-à-dire en amont des grandes écoles. Hein. Donc dans ce moment assez magique où des jeunes découvrent, en plus de prépa littéraire, hein, je précise parce que, bon, avec la branche BL qui est une branche dans laquelle il y a des sciences, mais c'est quand même une dominante littéraire. Donc des jeunes qui arrivent du bac et qui découvrent l'univers, on peut dire, de la culture et de la pensée, voyez, à un autre niveau que ce qu'ils ont tout de même déjà un petit peu exploré dans le secondaire. Et donc, moi, je suis plutôt sensible, à la fois dans mon souvenir de professeur, qui n'est pas quand même si loin, et puis également dans les contacts que je peux avoir avec des anciens élèves, de l'aventure intellectuelle que représentent ces découvertes, voyez. Et c'est vrai que c'est extrêmement contraignant. Une classe de Cagne, c'est marche ou crève. Enfin, c'est quand même très, très contraignant. Mais ce sont des contraintes qui sont vraiment ordonnées à l'éveil de la liberté de la pensée. Voyez. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours un petit peu gênée quand... Enfin, le mot formatage me paraît, à proprement parler, contradictoire avec le mot éducation. Voyez, parce que vous évoquiez, Monsieur Darcos, tout de suite, la éducation, pédagogie. Moi, j'inverserais très volontiers la problématique. C'est-à-dire que éduquer, il y a un ex là-dedans, c'est ouvrir le monde. Et la pédagogie, elle est très souvent tributaire des sciences de l'éducation, ce qui peut être très bien, mais ce qui peut aussi aboutir à peut-être un peu à des formatages. Donc, vous voyez, je renverserais volontiers la problématique. Alors, ce que dit ce même Ken Robinson, hein, qui accuse quelque part le système de tuer la créativité, il accuse également ce même système de stigmatiser l'erreur, de stigmatiser l'échec. Et finalement, les jeunes n'oseraient plus avoir tort. Alors, Bernard Ramanantsoa, vous qui avez écrit ce magnifique livre « Apprendre et oser », qui est d'ailleurs la devise d'HEC, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat que le système scolaire peut, au-delà du fait qu'on l'accuse de brider la créativité, qui amène certains individus à ne plus oser échouer, à ne plus oser avoir tort? Alors non, et non deux fois. La première, par rapport à la citation que vous venez de reprendre, et comme le disait Xavier Darcos à propos des sportifs, on oserait peut-être encore moins le dire à propos d'un pianiste. Alors, je vous garantis que pour apprendre à jouer du piano, c'est sous contrainte. Hein. On n'est pas créatif le premier matin. Hein. Et ça prend même un certain nombre d'années pour être ça. Et ça vient à l'idée de personne de dire c'est un grand pianiste, il est assez peu créatif. Je comprends pas. Enfin, je veux dire, là, il y a un paradoxe. Puis alors, sur la stigmatisation de l'échec dans le système, moi, je crois le contraire. Je pense que, alors, évidemment, comme on dit aujourd'hui, comme on disait plutôt il y a quelques années, je suis situé. Mais franchement, une école comme HEC, les grandes écoles d'une façon générale, c'est vraiment des écoles. C'est-à-dire que c'est des endroits où on peut faire des erreurs, où justement on a droit à l'expérimentation. Alors il y a entre guillemets des sanctions, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas passer l'erreur, mais en même temps on a le droit de se reprendre et ça n'est jamais irréversible. Par rapport à la vie d'entreprise, que je connais par construction, où quand même là, ça peut être très violent, l'erreur. Alors, dans l'école, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot école en général, et appliqué aux grandes écoles, justement, c'est des univers où les élèves peuvent faire des expériences, se rendre compte que créatif ne veut pas dire n'importe quoi, que rigueur ne veut pas dire enfermement, et donc il y a un certain nombre de possibilités par rapport à ça. Donc quand je vous disais non, c'était deux fois non. Oui, même trois fois non, c'est très rassurant de vous entendre. Et alors justement, j'allais vous demander, Adeline Maldacchino, parce que quand on vous entend, on comprend bien que voilà, il n'y a pas de formatage de la pensée, et on a tous très envie effectivement que ce soit le cas, enfin, qu'il n'y ait pas de formatage. Pourtant, on reconnaît un diplômé de l'ENA, un diplômé de Sciences Po, un diplômé de l'IX, voilà, à la manière de construire un plan en 2 parties, en 3 parties. Finalement, quelle frontière, Adeline, est-ce que vous mettez entre l'apprentissage d'un cadre qui structure la pensée et le formatage?
Moi, je crois qu'on vit quand même sur des mythes, très largement. On vit notamment sur le mythe de la très grande rigueur intellectuelle des très grandes écoles. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une très grande rigueur intellectuelle. Si je dois prendre l'exemple de l'École nationale d'administration, vous aurez du mal, je crois, à trouver un ancien élève qui vous dise y avoir appris en termes de contenu et de savoir technique beaucoup. On y apprend des choses pendant les stages, si on a de la chance. Pas nécessairement, je crois, à ce qu'il faudrait y apprendre, parce que pas la proximité du terrain, mais à servir l'État, certes au plus haut niveau, mais en adoptant une distance par rapport au réel, qui n'est pas toujours celle qui rend, je crois, le plus service au pays. On voit bien la situation politique d'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, on ne peut pas parler, je crois, de rigueur intellectuelle en termes de contenu dans une école qui, d'ailleurs, se veut être une école d'application. Mais à un moment donné, il faut poser cette question, application, dans ce cas-là, de quoi? Je crois qu'effectivement, il faut différencier ça par rapport aux classes préparatoires, où effectivement, on n'est pas du tout dans la même dimension de l'apprentissage. Et donc, si je prends le cas de l'ENA, par exemple, la dimension du formatage, elle est absolument évidente, ne serait-ce que parce que, là, je crains encore de vous contredire, mais il y a sans doute une très grande différence entre HEC et l'ENA. Mais je ne considère pas que l'ENA soit l'école de l'apprentissage des erreurs. Les erreurs seraient immédiatement sanctionnées par le classement lui-même, et en réalité, c'est plutôt l'école où l'on va apprendre à se positionner dans un juste milieu perpétuel, de manière à s'en tirer au mieux, à acquérir un certain nombre d'habitudes, effectivement. Oui, on acquiert une excellente connaissance du système administratif, ça je crois que c'est vrai. En revanche, beaucoup moins la capacité à exercer un esprit critique et à utiliser cet esprit critique au service d'une forme de courage qui peut passer par une contradiction très forte, y compris vis-à-vis de la hiérarchie. Je crois qu'il y a eu une dérive d'ailleurs de ce point de vue-là, parce que oui, l'ENA sans doute doit assurer une neutralité du service public, ça on le sait, c'est-à-dire que ça n'est pas à l'ENA de décider à la place du politique et de choisir une politique à sa place. En revanche, nous devrions disposer de plus de moyens, y compris intellectuels, pour proposer des arbitrages réels aux politiques, plutôt que d'exercer une forme de pouvoir tampon entre la société civile et le politique. Et je crois qu'on vit vraiment aujourd'hui encore sur ce mythe qui fait des énarques des super technocrates, qu'en réalité nous ne sommes pas. Nous ne sommes même pas, ni les experts que l'on veut parfois croire que l'on est pour compenser le fait qu'ils sont arrogants, mais enfin ils sont excellents. Et non, malheureusement non, ça peut arriver, bien entendu, qu'il y ait coïncidence de parcours, de passion, de vocation et de sens du service public. Mais on peut y entrer aussi avec un vrai sens du service public chevillé au corps. C'est d'ailleurs le cas, je crois, de la plupart des gens qui y entrent. Et apprendre pendant ces 2 années-là à exercer un tel sens de la prudence qui va rendre très compliqué, en réalité, l'exercice du pouvoir ou du conseil au pouvoir qui est censé être notre métier. On comprend bien cette charge contre en tout cas l'École nationale d'administration. Alors finalement, Xavier Darcos, qu'apportent les écoles les plus diplômantes? C'est une question qui est d'autant plus pertinente aujourd'hui qu'on sait que pour être caissière, il faut un bac+2, par exemple. Il y a comme ça une course au diplôme. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir le fait que le fait d'avoir un diplôme est un horizon en soi et un objectif en soi. Alors qu'apportent ces écoles? Justement aussi sur la culture de l'échec dont vous parliez au départ. C'est vrai que le système français fonde sa notation sur une copie idéale qui n'existe pas, donc qui mériterait 20, et par rapport à laquelle l'élève aura moins d'un point, moins 2 points, moins 3 points. Donc on vit quand même dans une fiction. La notation est en fait une notation négative. Et la preuve, c'est que l'histoire de la notation dans la culture éducative française, c'est la dictée, qui est le modèle absolu du système négatif pour apprécier la valeur de quelqu'un. On soustrait en fonction des fautes, on obtient une note. Alors, c'est dans notre histoire, mais c'est quand même pas tout cela qui fait l'école. Je veux dire, il ne faut pas non plus... c'est vrai que ça surprend énormément quand on est aux États-Unis, par exemple. Lorsqu'on visite une école aux États-Unis, visiteur, on est absolument stupéfait par le fait que les élèves se lèvent, discutent, échangent, contestent, circulent dans les classes, viennent négocier leurs notes. On est extrêmement surpris parce que c'est très très loin précisément de notre manière de juger, qui est, je le répète, une sorte de soustraction par rapport à un modèle idéal. Mais bon, ça n'a pas non plus traumatisé des générations et des générations d'être noté comme ça. C'est pas ça la question. La question que vous posez est plus précise, et j'y reviens en effet. Alors pourquoi des diplômes pour tout? Précisément parce que nous sommes absolument incapables, ou nous ne sommes pas arrivés à fonder une appréciation sur la capacité professionnelle qui viennent plus tôt,
qui viennent avant même le diplôme, qui puissent préparer à des responsabilités professionnelles. Et en conséquence, on a repoussé sans cesse le niveau de concours ou d'examen qu'il faut obtenir pour aller vers des professions qui n'auraient pas besoin de tout cela, qui n'en demandent pas tant d'ailleurs. Vous disiez vous-même, avoir un bac plus 3 pour être caissière dans un supermarché, métier tout à fait respectable d'ailleurs, mais est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux avoir une formation qui permettrait ensuite d'évoluer tout au long de sa vie? C'est une question que se posent toutes les démocraties modernes. Comment renoncer à la superstition du diplôme, qui est une superstition là aussi extrêmement française, et surtout du diplôme qui est censé préparer très directement à la fonction que l'on aura. La Grande-Bretagne, par exemple, pendant 3 siècles, a régné sur le monde quasiment, avec des gens qui étaient formés dans des spécialités les plus exotiques. On pouvait être un spécialiste des papillons d'Amazonie et pousser très très loin cette recherche, et quand c'était fini, puisque vous étiez capable de cette excellence-là, vous pouvez devenir un cadre de banque ou faire une très grande carrière politique. Au fond, n'importe quelle excellence est bonne qui signale la valeur de quelqu'un. Et qui mériterait d'être valorisée. Oui, n'importe laquelle au fond. D'ailleurs, si on décidait demain que pour avoir HSC ou l'ENA, il faut un concours de tricot, par exemple, je vous assure qu'il y aurait des formations très rapides qui s'y prépareraient, que les élèves de l'ENA et de l'HSC auront très rapidement, seraient très très forts en tricot. Donc c'est quelque chose qui est au fond décidé. Il y a de l'arbitraire, si vous voulez, dans tout cela. Sauf que nous n'arrivons pas à le reconnaître. Alors toutes les organisations internationales nous disent revenez à la formation initiale qui permet ensuite d'avoir une formation tout au long de votre vie, valorisez les acquis professionnels, faites de l'alternance. Nous y venons, on y viendra naturellement, mais c'est très difficile. De toute façon, quelque chose décidera pour nous, qui est le fait que de plus en plus l'éducation se fera hors des systèmes, ou en tous les cas hors des systèmes que nous connaissons. Alors justement, pour rebondir sur ce que... que... Tout à l'heure, d'ailleurs. On va en parler maintenant, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, hors système, je voulais savoir, Marguerite Léna, ce que vous pensez d'une tendance qui est certes minoritaire, mais qui permet à certains parents d'échapper à la pression que vous évoquiez tout à l'heure du système des grandes écoles, qui est assez lourd, qui permet d'échapper à cette superstition du diplôme dont parlait Xavier Darcos, qui est la tendance des no schools, en fait, qui est le choix de certains parents de prendre eux-mêmes en charge l'enseignement de leurs enfants et de ne pas les scolariser pour leur permettre d'échapper à ce qu'ils considèrent être, à tort ou à raison, un formatage. Alors, spontanément, je suis assez critique par rapport à cela. Je dirais volontiers, c'est une éthique de détresse. Et les éthiques de détresse, il faut les réserver pour les réelles situations de détresse. Et je ne crois pas que nous soyons dans cette situation-là, vous voyez. Et je pense qu'il y a encore à croire à la possibilité de réforme des systèmes publics et du système de l'enseignement privé qui travaille aussi quand même beaucoup à essayer de mettre un peu d'huile un peu de liberté dans beaucoup de rouages. Les jeunes ont le droit de penser que le monde dans lequel ils entrent n'est pas un monde contre lequel il faut se défendre de tous les côtés. Voyez, et c'est un peu le risque de ces démarches un peu contre-culturelles. Voyez, c'est plus difficile, me semble-t-il, mais c'est là où j'ai noté les 2 mots que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'esprit critique et le courage. Je crois que c'est beaucoup plus difficile d'assumer les contraintes d'un réel, le réel de la situation de l'éducation nationale, le réel de la jeunesse française, le réel du rapport entre les générations, le réel de la transformation incroyable des moyens de formation et des sources d'information, voyez, plutôt que de faire un petit coin pour les purs dans lequel... Voilà, bon, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Oui. Adeline Baldacchino, Xavier Darcos évoquait tout à l'heure les cours de tricot. Alors, c'est évidemment sur un mode ironique, bien évidemment, mais ça décrit une réalité très, très juste, à savoir cette hiérarchisation des savoirs, parce que finalement, c'est ça qui est derrière, et le fait que certains savoirs... C'est pas si ironique, je crois qu'effectivement, oui. On serait très bon en tricot si c'était voilà, Mais ce qui m'inquiète, c'est plutôt moins le concours, à vrai dire, que le contenu. C'est-à-dire qu'on se focalise très souvent sur ce qui est effectivement devenu, en fait, une carte de visite. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette surestimation du diplôme qui fait qu'une fois entré à l'ENA ou à l'école normale supérieure ou à HEC, ça peut être un petit peu différent parce qu'on n'est pas sur le plan du service public et donc de la carrière de fonctionnaire, etc. Mais qu'on dispose malgré tout de cette carte
à vie quelque part. Bon. Et moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est le contenu de ces écoles. C'est-à-dire une fois qu'on y est, pas seulement la préparation, qui effectivement présente des défauts, y compris en classe préparatoire, où il peut exister une dimension de formatage, mais c'est vrai qu'il y a une diversité des enseignants sur une classe prépa, etc. Bon, ce qui m'intéresse, c'est le contenu de ces grandes écoles, où on voit quand même, au fur et à mesure, disparaître notamment la dimension de culture générale. Et j'ai envie de dire que quand on lit ou quand on relit Hannah Arendt dans La crise de la culture et que ce sont des choses qu'elle note déjà dans les années 60, où elle dit, au fond, c'est maintenant un discours sur la pédagogie qui est en train de remplacer le contenu lui-même, et ça, c'est bien le signe d'une crise de cette culture. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à l'intérieur même d'une scolarité comme celle de l'ENA, par exemple, on est définitivement renoncé à l'idée qu'il fallait avoir des modules de philosophie politique, d'éthique économique et sociale, où à un moment donné viennent se croiser des problématiques théoriques en apparence et le réel. Parce qu'on considère que tout ça a été vu avant, alors que ça a été vu parfois trop vite ou de très loin, et surtout pas en concordance avec ensuite un quotidien qui va être celui de l'administration publique. Et donc, on rejette ça, on le met de côté et on se concentre sur quoi ? Sur de grands mots, qui sont souvent de grands mots vides, et c'est là que ça devient inquiétant, qui sont les mots du management public, avec une mode qui est en fait complètement issue du New Management Public américain, qui vient dire on va être dans la conduite de projet, on va être dans la conduite du changement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Au mieux, du retour d'expérience, c'est-à-dire des gens qui viennent nous raconter leur vie, et parfois, effectivement, c'est utile, intéressant, et on peut s'en inspirer, mais à la condition d'être remis en perspective avec le temps long, qui est un temps long de l'action publique, qui est un temps long de la culture, et à la condition d'être mis aussi en parallèle avec des compétences dures. C'est-à-dire que si on doit sortir pour travailler au ministère des Finances, ou si on doit devenir un juriste ou un expert en agriculture, autant avoir eu un moment, un temps dans la scolarité, où au fond on soit mis en face des experts, y compris des universitaires qui ont des choses à nous dire et des choses à nous apprendre, alors qu'on considère parfois qu'une fois entré, au fond on va mettre ça de côté, et puis on se débrouillera bien sur le terrain parce qu'on est adaptable à tout. C'est pas forcément vrai. Ces concepts très politiquement corrects que vous évoquez, cette hiérarchisation des savoirs dont on parlait, est-ce qu'elle a, selon vous, Bernard Ramanantsoa, encore un sens aujourd'hui ? Est-ce que ça ne crée pas finalement une dévalorisation de certains métiers qui sont considérés comme peu sérieux ? Non, je suis désolé de vous dire chaque fois non, mais c'est... je crois que, alors, d'abord, bravo pour le projet pédagogique que vous porterez dans quelques années pour l'ENA. Non, mais je suis très sérieux. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous avez dit comme forme de projet pédagogique pour une formation, pour une école. Je crois quand même que, une nuance à ce que vous apportez, j'ai pas fait la statistique, mais si vous faites une hiérarchie des formations de plus haut niveau, vous vous apercevez que plus elles ont une très bonne réputation, plus elles laissent de la place à la culture générale, ou à ce qu'on appelle la culture générale. Et donc ça c'est d'ailleurs un des ferments, je pense, de la fracture sociale. C'est-à-dire qu'on est en train de laisser la culture générale, entre guillemets, aux meilleurs, mais c'est aussi aux plus bourgeois ou aux mieux initiés. Et ça, c'est une vraie question, parce qu'au moment où, en particulier, il y a de moins en moins de fonds, je fais de la pub, c'est ce que je reprends dans mon bouquin, au moment où il y a de moins en moins d'argent pour l'enseignement supérieur, alors on est en train de cliver entre, allez, c'est du bon sens, alors surtout le management public ou privé, mais enfin, a-t-on besoin d'apprendre ? C'est jamais que du bon sens en boîte, et donc on va faire tout ça. Donc ça coûte pas cher. Mais pendant ce temps-là, vous avez une élite de l'élite qui, elle, a continué à avoir accès à la culture générale. Et ça, c'est un phénomène qui me paraît sur lequel j'ai peu vu de sociologues travailler là-dessus, de sociologues de l'éducation ou de philosophes de l'éducation. Et je pense que ça, c'est un phénomène très, 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 très important. Et qui va s'accentuer avec la mondialisation. Vous avez raison, on peut avoir le sentiment que le développement de l'esprit créatif est laissé quelque part au domaine privé, et que finalement, les plus bourgeois ou les plus initiés sont davantage, entre guillemets, favorisés. Xavier Darcos, est-ce que c'est aux parents de prendre en charge finalement cette éducation moins formelle ? Pourquoi justement est-ce moins formelle ? Et est-ce que le fait de laisser tout ça au domaine privé, finalement, ça n'accentue pas les inégalités qu'évoquait à l'instant M. Ramanantsoa ? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bernard Ramanantsoa. D'une manière générale, je suis très souvent d'accord avec lui, mais sur ce sujet en particulier, il y a quelque chose de terrible dans cette logique infernale, qui est une logique politique, qui est une logique choisie, qui consiste à dire au fond, réduisons les contenus culturels dans l'enseignement, et même très tôt, même dès le collège désormais,
parce qu'il faut que les enfants ne soient pas trop en compétition, il ne faut pas les mettre trop tôt en face de très grandes difficultés à caractère culturel, et puis parce que ça signale des clivages par rapport à leur origine sociale, etc. Je trouve ça très dangereux parce qu'évidemment, tous ceux qui ont les moyens d'accéder par ailleurs à la culture, au savoir, au voyage, aux rencontres, à la lecture, aux bibliothèques, au cinéma, à l'informatique, au numérique, tout cela, c'est-à-dire tous ceux qui ont les moyens financiers ou intellectuels ou familiaux d'y accéder, y accéderont d'autant plus. Donc je crois que sous le prétexte qu'on égalisera en diminuant les objectifs, je pense qu'on crée au contraire des distorsions sociales terribles. Et il y a de là de quoi s'inquiéter. Ce que dit Bernard Ramanso saute aux yeux. Et ceci s'accentuera de fait, je finis juste sur ce mot parce que je vais laisser parler Madame Léna, ceci s'accentuera sur un sujet sur lequel il faudra que nous venions tout de même à la fin de cette table ronde, qui est le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement à l'école que l'on apprend, et de moins en moins, c'est dans divers dispositifs qui se trouvent sur Internet, c'est dans des investissements considérables que font aujourd'hui des dispositifs privés. J'ai ici un chiffre, juste un chiffre, puis on y reviendra tout à l'heure, en ce qui concerne le marché de l'éducation dans le monde. Il représentait, il y a 4 ans, 65 milliards d'euros. Il représentera en 2017 180 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il va multiplier par 3 en 4 ans. Et cette différence de ce chiffre considérable, passer de 65 milliards à 180 milliards, il sera pourquoi ? Parce qu'il y aura des investissements énormes sur des sites par Internet, sur des dispositifs numériques de toute nature, qui sont aujourd'hui extrêmement lucratifs. C'est aujourd'hui le 2e marché mondial en termes de dépenses d'éducation et celui de l'école, mais il représente 3% seulement dans le domaine du numérique, alors que pour toutes les autres activités, le numérique représente 35%. Donc les choses vont de toute façon nous passer à côté de nous. Et j'en finis, et pour que cette population qui va accéder à ce savoir par le e-learning, comme on dit aujourd'hui, pour qu'elle puisse être libre face à cela, il est d'autant plus nécessaire qu'elle ait une culture générale. Il faut que déjà les jeunes soient lestés, formés, qu'ils aient déjà pris du recul, qu'ils aient le sens du relatif. Sinon, ils vont être jetés en face de ces sortes de jeux éducatifs qui vont les saisir très tôt. Et l'aliénation est à craindre plus encore que dans une classe de Cagne ou dans un système de formatage dont vous parliez tout à l'heure. Sur ce point, simplement, sur la question de l'aliénation, c'est intéressant effectivement parce que ce que je crois aussi, c'est que ça conduit quand même à une chose très claire, qui est aussi à une forme de naufrage intellectuel des élites, parce qu'il y a une dévalorisation à l'intérieur même des grandes écoles de la notion de culture générale. Vouloir organiser une conférence autour d'un écrivain ou d'un pseudo-intellectuel, comme disent certains, est perçu comme une chose quasiment complètement fantaisiste. J'ai le souvenir, moi, d'épisodes de ce type. Mais qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort qu'au fond, l'idée prévalente, c'est que nous allons devenir des experts de la communication politique plutôt que de l'action publique, si je prends le cas de Léna, et que l'essentiel est d'être capable de bien manier des éléments de langage. Et je crois que le problème, c'est que ces éléments de langage, ils représentent quoi ? Ils représentent une sorte de langue de bois, tout le monde le sait, tout le monde le ressent, et ça devient inacceptable, et ça nourrit une forme de colère terrible de la société. Et cette langue de bois, elle a quand même des soubassements assez forts dans une vraie pensée de bois, c'est-à-dire dans une pensée plus ou moins immobile, plus ou moins figée, qui ose à peine s'orienter vers de la décision, parce que décider, ça voudrait dire d'abord connaître, comprendre, analyser, ce dont on n'a pas forcément les moyens et ce qu'on ne prend pas le temps de faire, parce que le temps est le temps des médias et le temps de la réaction. Oui, on commence à avoir des modules maintenant à l'ENA de média training, par exemple. Ça, oui. Comment vous allez gérer une situation de crise ? Et c'est important, bien sûr, de gérer une situation de crise, mais de savoir que cette situation de crise, il ne faut pas y répondre simplement en déversant des éléments de discours et en se disant le réel suivra. Si on arrive à agir tel qu'on a promis qu'on le ferait, ça sera parfait, mais enfin, au fond, c'est un peu accessoire. L'essentiel est d'avoir été là devant la caméra au bon moment pour dire une chose qui passe bien. Et ça, c'est assez terrible, parce que les conséquences dans le réel, c'est une décrédibilisation complète du politique qui vient de cet abandon, je crois, de l'idée que la culture générale, effectivement, fondamentale, y compris à l'intérieur des grandes écoles, et pas seulement avant et pour passer un concours. On comprend bien que l'idée, c'est pas seulement de savoir comment gérer la crise, mais qu'il faut aussi savoir y répondre et la résoudre.
Comment dire, Marguerite Léna, est-ce que vous avez envie de réagir à tout ça? Et puis, comment est-ce qu'on peut finalement dessiner son propre chemin et non le chemin de ses études, vous qui avez enseigné pendant Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que je crois que vous touchez quelque chose d'absolument fondamental. La culture générale ne peut pas être une création de l'instant. Vous voyez, c'est pas possible. La culture générale, c'est comme le bon vin, il faut du temps. Et s'il n'y a pas de temps, alors vous pouvez avoir des idées sur tout, mais ça ne sera pas une culture générale. Ce n'est pas parce que vous pouvez parler dans un salon de 36 trucs que vous êtes cultivé. Si vous voulez être cultivé, il faut du temps pour cultiver un arbre. Et pour cultiver un homme, il en faut encore plus. Voyez, et j'aime bien le pape François, n'est-ce pas, qui dit le temps est plus important que l'espace. Voyez, s'il y a un domaine où ceci est encore plus vrai que partout ailleurs, c'est dans l'éducation. Voyez, et c'est le défi. Est-ce que nous acceptons encore de nous rendre contemporains des inventions et des découvertes que l'homme a fait il y a, je ne sais pas combien, plusieurs millénaires, de l'écriture, du système décimal? Vous voyez, un instituteur en primaire, il a cette humilité de repartir là. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas branché sur le plus immédiat. Mais ce que vous évoquez, c'est effectivement l'immédiateté, mais aussi la performance. Bernard Amanonsou, comment est-ce qu'on combine justement l'avenir d'une école qui doit devenir toujours plus compétitive, plus performante, et l'avenir des élèves, et qu'est-ce que justement la performance, la productivité, l'efficacité, des concepts très HEC-like, si j'ose dire. Comment est-ce qu'on combine tout ça, tant pour l'élève que pour l'école? Alors pour l'élève, la réponse est facile, la mise en œuvre un peu moins. Pour l'élève, il faut qu'il ait, on va dire, des éléments de langage à court terme par rapport à l'employeur. Enfin, il faut avoir lu les Échos, il faut avoir lu le Financial Times, parce que l'employeur, vous savez, il fait ça vite, hein, donc il dit qu'est-ce que vous pensez de la dernière, qu'est-ce que vous pensez de la crise chez Volkswagen. Il faut un peu en avoir entendu parler, mais c'est de l'ordre du superficiel. Ce qui compte pour la réputation de l'école et pour la carrière, c'est justement le long terme. Et donc, c'est pour ça qu'on revient, il faut faire des fondamentaux, c'est pour ça qu'il faut faire de la recherche, y compris dans des écoles de gestion, et c'est pour ça qu'il faut faire de la culture générale. C'est-à-dire qu'il faut revenir à ce qui est vraiment du fondamental et ce qui va s'inscrire dans la durée. Ne serait-ce que pour que l'élève ait l'habitude de s'inscrire et d'inscrire son action dans la durée, et d'essayer de mettre en perspective l'action qu'il va demander à ses collaborateurs dans la durée. Du fondamental et du fond tout court. Et du fond tout court, oui. Vous avez raison. Donc ça, je pense que c'est... Voilà. Après, pour une école, oui, alors message publicitaire, deuxième, il est fondamental pour un pays comme la France de financer son enseignement supérieur. Et on ne le fait pas assez depuis de nombreuses années, de gauche comme de droite, etc. Et ça s'aggrave en ce moment. C'est-à-dire que la taxe d'apprentissage ne va plus aller là où elle allait, donc HEC n'a qu'à se débrouiller. Les frais de scolarité, oh là là, que c'est mal d'augmenter les frais de scolarité. Et puis, les chambres de commerce n'ont plus les moyens de financer. Quand vous faites la somme de toutes ces soustractions, il ne reste pas grand-chose. Donc, je vous dis ce que fera mon successeur. Si ce n'est pas mon successeur, c'est le successeur de mon successeur. Il augmentera les frais de scolarité parce que, quelque part, il y aura une logique implacable qui voudra que, pour une partie de la population, et malheureusement pour une partie seulement de la population, il reste cet enseignement qui s'inscrit dans la durée. Et donc, la productivité, elle doit se faire, mais elle ne doit pas se faire au détriment du long terme, y compris pour une école. Et qu'on ne me dise pas que c'est une logique française. Si vous regardez les Américains, qui sont quand même des grands leaders, etc., c'est fabuleux. Ils sont tous en train d'investir sur le numérique, comme nous, mais en même temps, ils sont en train d'investir en termes de recherche, de façon phénoménale. Ils sont en train d'investir dans des bâtiments. C'est-à-dire que si vous allez voir, eux, ils ont compris, les grandes institutions, pas les moyennes et pas les moins bonnes, ils sont en train d'investir massivement sur ces trois critères. Alors évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Et un pays qui n'investit pas là-dedans va perdre sa compétitivité dans 10, 15 ans. Et si un pays perd sa compétitivité, enfin, si un pays comme la France perd sa compétitivité dans 10, 15 ans, je vous prédis, ce n'est pas de la prédiction, c'est presque du savoir, entre guillemets, ça veut dire qu'on le fera, on retrouvera un peu de productivité en baissant notre pouvoir d'achat, en baissant notre niveau de vie. Et c'est ça qu'on est en train de se préparer en n'investissant pas dans l'enseignement supérieur en France. Xavier Darcos, je n'avais malheureusement pas votre livre pour le montrer, mais vous êtes aussi l'auteur d'un livre formidable, L'art d'apprendre à ignorer. Vous vous rappelez que
qu'enseigner, c'est transmettre. Alors, c'est vrai que former des citoyens, on peut dire, c'est finalement le projet scolaire par excellence. Est-ce que c'est pas le rôle de l'école de former des esprits libres, éclairés, indépendants pour leur permettre de devenir des citoyens responsables? Et est-ce qu'à l'heure actuelle, elle y parvient? Alors je crois que tout le monde souhaite évidemment que l'école forme des esprits bien faits, libres et heureux, bien sûr. Aucun des théoriciens de l'école ne disent nous allons faire en sorte de transformer des élèves en bûches et en esclaves. Le problème, c'est que les moyens que l'on choisit pour y arriver peuvent être discutés. En particulier, ce que nous disions à la seconde sur la culture, sur la transmission, mérite d'être examiné une seconde, car de fait, la tendance au fond générale, c'est de remplacer la communication, de mettre la communication à la place de la transmission. Et très tôt, c'est-à-dire de faire débattre des élèves très tôt de toutes sortes de choses dont ils n'ont que peu de connaissances. Je suis très frappé en lisant des livres, en particulier de français du collège, qui très tôt introduisent des débats qui ressemblent à ce qu'on voit tous les soirs à la télévision, sur la pollution, que sais-je. Bon, c'est très bien d'en débattre, mais il me semble qu'avant de communiquer, avant d'échanger, avant d'avoir une opinion, il faut avoir aussi un peu de savoir. Il faut s'être fait une idée à soi-même. Il faut s'être construit. Il faut être capable de référer à d'autres formes de pensée. Et donc ce renversement, au fond, de la démarche, qui consiste à dire discutons après et sachons plus tard, me paraît tout à fait dommageable. Et donc, c'est ce que je voulais dire dans l'art d'apprendre à ignorer. Je pense que l'école a pour mission de résister à l'actuel. Que son ennemi, c'est les marottes de la seconde, c'est la mode. Et qu'elle doit, au moins dans le temps où l'élève est dans le cadre scolaire, elle doit lui permettre de résister à tout cela. Après, une fois qu'il est dehors, cette liberté qu'il aura conquise par son savoir, il la construira comme il entendra, bien entendu. Il aura son libre arbitre, mais précisément, il aura du libre arbitre parce qu'il aura du savoir, parce qu'il saura de quoi il parle. Et donc, je suis, de ce point de vue-là, assez réactionnaire, on va dire clairement, par rapport à la tendance actuelle. Je pense qu'on ne parle pas sans savoir, voilà. Et qu'il faut que l'école résiste à cela. C'est pas très à la mode, je reconnais. Je voudrais dire simplement un mot aussi sur ce que vient de dire Bernard Ramanonso à propos de l'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche qui vont ensemble. C'est un propos qu'il faut souligner et soutenir parce que, comme chacun sait, les grands pays qui ont été capables de se situer dans l'économie mondiale d'une manière très impressionnante, ce sont ceux qui ont misé sur cela. Je pense à un pays comme Singapour, par exemple, ou le Japon après la Seconde Guerre mondiale, ou tant d'autres. C'est-à-dire, ils ont fait le choix de l'innovation et de la recherche. Or, la France ne le fait pas. Elle appauvrit ses universités. Elle entasse dans des universités des élèves qui s'y ennuient, qui ne savent pas quoi y faire, qui sont extrêmement coûteux pour tout le monde et qui n'y sont pas heureux. Je rappelle qu'un élève sur 3 qui entre à l'université n'en sortira sans aucun diplôme. Aucun. Donc c'est beaucoup de monde, tous les gens. Donc notre système est pesant et peu efficace. Et les universitaires, à juste titre, s'en inquiètent et s'insurgent. D'autant que là encore, nous retrouverons ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on fait un dispositif de cet ordre, c'est-à-dire un appauvrissement général, on favorise évidemment la fuite de ceux qui peuvent payer et aller ailleurs. Et quand vous allez, comme j'y suis allé il n'y a pas si longtemps, quand vous allez par exemple à Los Angeles et que vous allez voir les universités de Los Angeles, les universitaires français sont là-bas. Lorsque vous allez visiter les grands studios Pixar ou autres, où se fait toute la création du dessin animé moderne, de tout ça, ce sont des jeunes Français. Vous n'avez pas besoin de parler américain pour aller chez Pixar. Tous les dessinateurs sont français. Mais ils sont partis. Parce que le système universitaire n'a pas été capable de leur offrir, de continuer à leur offrir l'excellence et la recherche dont ils avaient besoin. Donc il y a là un choix qui doit alerter, me semble-t-il, les gens qui réfléchissent à l'avenir du pays. Il y a ce système universitaire et en parallèle ce système des grandes écoles. Vous parliez tout à l'heure d'un double système. Madame Léna, est-ce qu'il, pour revenir à ce système des grandes écoles, qu'on a tendance à parler d'ailleurs pour le décrire d'un élitisme à la française, est-ce qu'il est possible de penser hors de tout cadre, pour revenir au thème du débat, et finalement est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas accès
à cet enseignement supérieur et à cette pensée structurante quelque part, est-ce que cette personne serait incapable de penser par elle-même ou est-ce qu'elle penserait mal, comme le laissent sous-entendre certains? Serait interdite de penser. Oui. Heureusement non. Heureusement non. Ça nous ramène à un des thèmes abordés tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être qu'un des défauts de notre système, c'est d'avoir une vision trop étroite de l'excellence. Vous voyez, il y a beaucoup d'espèces d'excellence. Bon, le tricot peut-être, mais beaucoup d'autres. Et nos systèmes les plus performants ont tous une image, enfin une conception assez restrictive de l'excellence. Vous voyez, ça, je pense que c'est une vraie question. Vous voyez. Bon, alors ensuite, heureusement, nul n'est interdit de penser parce que ça, c'est comme dit la philosophe Simone Veil, n'est-ce pas, si vous voulez qu'un esclave pense, ben, il suffit que vous lâchiez le fouet. C'est profond. Bon. Et donc, effectivement, on peut empêcher les gens de penser. Alors, il y a des fouets violents et il y a des fouets subtils. Mais on peut empêcher les gens de penser. Mais on ne peut pas forcer les gens à penser. Et des gens qui n'ont pas nécessairement bénéficié d'une formation peuvent avoir des ressources de pensée et une sagesse très grande. Voilà. Ça rend très modeste les formateurs. Voyez, parce que justement, ils ne sont pas des formateurs au sens de formater. Hein. Moi, j'aime bien prendre la comparaison un peu facile peut-être, mais qui parle quand même bien. Formater, c'est ce qu'on peut faire pour fabriquer ce verre ou ce micro. Bon, on prend des éléments, on les rassemble, et puis en les rassemblant selon un plan bien défini, on aboutit à un objet qui a une fonction précise. Ça, c'est formater. Mais former, il faut changer de métaphore. Il faut prendre la métaphore du développement de l'embryon. Alors là, vous avez une toute petite cellule qui va se diviser, et puis peu à peu prendre forme, se différencier, et au terme, vous avez un organisme vivant, viable, etc. Vous voyez, bon. Ça, c'est la merveille de la vie de l'esprit. Vous voyez, une idée, prenez, je ne sais pas moi, Léonard de Vinci, enfin je prends, vous voyez, une toute petite idée, et puis cette petite idée, elle se développe, elle crée elle-même ses conditions de développement, d'apparition, et finalement, voilà. Moi, je suis un professeur pathologique, parce que je suis un professeur qui a toujours aimé corriger les dissertations, même quand il y en avait beaucoup. Parce que j'avais toujours le sentiment qu'il y avait une aventure de pensée là-dedans. Alors, quelquefois, il fallait enlever quelques scories, hein, ça c'est évident. Mais vous voyez, le système français, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué la dissertation, que ça peut être un exercice très formel et très, mon Dieu sait. Hein, très français en tout cas. Mais c'est un appel, c'est une autorisation de penser. Quand on pense que des bacheliers de 16 ans, on leur demande de se prononcer sur des questions métaphysiques fondamentales sur lesquelles les hommes discutent depuis, mais on leur fait un crédit extraordinaire. Alors évidemment, ils pataugent, mais heureusement, vous voyez. Et c'est pour ça que, pour moi, éduquer, c'est le contraire du formatage. Adeline Baldacchino, oui. Je crois que, effectivement, le jour où les dissertations seront remplacées par des QCM, en se basant sur l'exemple anglais ou américain, on pourrait être très inquiet. Mais je crois aussi que, heureusement qu'il y a moyen de penser en dehors du système institutionnel, heureusement qu'il y a des gens qui créent des universités populaires, heureusement qu'il y a des gens qui sont des autodidactes. On voit bien dans la poésie, par exemple, il y a des poètes extraordinaires qui sont des autodidactes complets, et évidemment que l'éducation, à mon avis, n'a pas exclusivement à voir, j'entends, avec le cadre purement institutionnel. Mais il y a aussi une autre chose que je voulais dire, c'est que c'est une sorte d'aparté service public par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur Ramanantsoa, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre de concepts qu'il faut éviter de plaquer sur le service public parce qu'ils seraient à la mode et parce que ce sont des mots-clés qu'on nous rabâche depuis très longtemps. Compétitivité, performance, reporting et tous les éléments d'une sorte de novlangue qui va bien. Ça entretient aussi une sorte d'esprit de gramophone, comme disait George Orwell, qui cache en deçà pas grand-chose parfois. C'est-à-dire que des rapports sur la performance, c'est très bien, à condition que les indicateurs aient été correctement élaborés et qu'ils n'aient pas simplement été pour rentrer dans des grilles qui vont permettre de faire semblant de rendre compte. Et qu'avant de plaquer ces éléments-là qui viennent de l'entreprise, qui nous disent que l'ENA un jour devrait être, on le dit en off, on le dit jamais publiquement, mais moi j'entends en permanence en off, l'ENA devrait se rapprocher du modèle des business schools. On devrait aussi se souvenir que justement
l'action publique est une action qui n'est pas l'action privée, parce que le temps des États n'est pas le temps des entreprises, et parce qu'il induit une réflexion, y compris sur la culture, justement, on revient toujours à ce sujet-là, qui n'est pas réductible à des questions de compétitivité, de productivité, etc. Et je crois que tant qu'on se refusera à regarder ça en face et qu'on sera dans une stratégie d'évitement, mais ce n'est pas un concept nouveau. Crozier, dans les années déjà 70, disait l'un des gros problèmes du secteur public, c'est aussi de ne pas vouloir toujours regarder en face les problèmes et de les passer sous le tapis. J'appelais ça le principe des 3 petits singes, celui qui ne veut pas entendre, pas voir et pas parler. Mais tant qu'on prendra l'habitude de simplement récupérer les mots-clés du secteur privé, qu'on plaque de plus en plus sur le secteur public en se disant d'une manière ou d'une autre ça finira bien par coïncider, à mesure qu'on fait ça, on s'éloigne de la réalité du temps de l'action publique. Je vous interromps parce qu'il nous reste très peu de temps pour conclure. Bernard Amanonsou, vous qui avez beaucoup travaillé à l'ouverture à l'international d'HEC, est-ce que tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure est véritablement une exception française, et quelles sont vos pistes de réflexion justement pour modifier la donne? Alors vous allez être surprise, je vais vous répondre non. Ah, surprise, effectivement. Et donc, voilà, non. Non, justement, c'est un leurre, ça aussi, qu'on a en France. C'est-à-dire, on imagine qu'un système comme le nôtre est tellement beau qu'il est forcément français, et tellement français qu'il est forcément beau. Non, non, ils ont tous les mêmes choses. Je vais vous raconter juste une anecdote. HEC passe un accord il y a quelques années avec IIM, Indian Institute of Management, à Ahmedabad. C'est supposé être le meilleur. Alors on signe d'accord, on se fait des trucs, puis après le doyen d'Ahmedabad me dit « Allez, on va déjeuner, il y a un élève qui vous amène au restaurant ». Je monte avec l'élève, alors vous savez ce que c'est, il faut se dire quelque chose comme ça, et donc c'est lui qui commence, il me dit, en anglais, il me dit « Mais c'est très très bien, c'est bien HEC, hein, c'est vraiment bien. Combien vous avez de candidats ?» Alors je lui dis « On en a 10 000 ». Alors pour être très factuel, en fait il y a 10 000 élèves en prépa à HEC, il y en a que 5 000 qui se présentent parce qu'il y en a 5 000 qui disent que c'est pas la peine de jouer, et on en prend 380. Alors moi, j'embellis un peu, et je dis, on a 10 000 candidats, et on en prend 380. Ah, il fait, bravo, bravo. Alors évidemment, comme je suis bien élevé à la française, je lui dis, et vous? Ah, il dit, nous, c'est un peu pareil, en fait, on en prend 800, mais on a 200 000 candidats. Vous voyez? Alors, pour reprendre mon souffle, parce que dans ces cas-là, on ne sait pas si c'est qu'il n'a pas compris mon anglais ou qu'il n'a pas compris mon arithmétique. Donc, il y a un petit moment de voilà. Et donc, de flottement. Et je lui dis, oui, alors, comment vous faites? Et pour avoir l'air vraiment international, je dis, mais vous faites ça à partir du test, le fameux test international qui s'appelle le GMAT. Alors, je dis, vous faites ça à partir du GMAT? Il me dit, ah non, pas du tout. Le GMAT, ce serait trop facile, on serait tous reçus. Vous voyez, donc voilà. Donc, je vous garantis qu'on a encore quelques progrès à faire pour attraper les Indiens sur ce côté-là. Mais je pourrais vous raconter une anecdote par pays. Malheureusement, on va être obligé de s'arrêter sur celle-ci parce que cette émission touche à sa fin. Je remercie tous les cas d'avoir participé à ce débat. Je remercie également, bien évidemment, l'équipe d'encadrement des jeunes mécènes des Bernardins qui a organisé cette soirée dans le cadre des Mardis des Bernardins. Et je vous remercie tous d'avoir participé par votre présence. Bonne soirée à tous.